Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans notre édition locale et régionale. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 26 novembre 2017. L'Airwave Nouméa Dream Cup, le premier Calédonien au classement de la dernière journée. Basile Jacquin est la première Calédonienne et Lilou Granier au classement général. Antoine Albo et Sarah Kita-Ofringa sont champions et championnes du monde 2017. La semaine européenne des déchets, c'est notre débat du dimanche soir. Bilan et actions, des actions et perspectives avec nos deux invités. Caroline Rancien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante de l'ADEME et avec nous aussi Vanessa Pasqualini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable d'Éco-Recycle. À tout à l'heure. La rubrique Nos patrimoines, notre rubrique sur la mémoire, s'intéresse ce soir à l'histoire du mariage du grand chef Henri Boula de Lifou avec Laura Nesline de Marais, des images tirées de l'oubli. Voilà pour les titres et on commence avec la Coupe du Monde de windsurf, l'Airwave Nouméa Dream Cup, et les résultats des podiums sont connus. À l'issue de la dernière journée, Antoine Albo a été sacré champion du monde et Sarah Kita-Ofringa championne du monde PWA 2017. Le premier Calédonien au classement de la dernière journée, et Basile Jacquin est la première Calédonienne et Lilou Granier, une sixième et dernière journée qui, faute de vent puissant, ont gêné les windsurfers qui n'ont hélas pas pu naviguer. C'est donc sur la base des épreuves de ces derniers jours que le Français Antoine Albo est sacré champion du monde. Le reportage de Lorelai Aubry et Cédric Michaud. Antoine Albo, champion du monde pour la 24e fois. La légende du windsurf récupère donc son titre, un an après l'avoir cédé à l'Italien Matteo Iachino, désormais deuxième. Le Français de 45 ans remporte également cette ultime étape nouméenne, disputée durant 5 jours au coude à coude avec le tenant du titre. Aujourd'hui, le vent d'à peine 10 nœuds, orienté est-nord-est, n'a pas permis aux windsurfers d'affronter les vagues de Lansvata. C'est donc sur la base de 6 manches de slalom qu'Antoine Albo revient à la première place du classement général. Super content parce que j'arrivais en tête ici à Nouméa pour la finale, mais en petite bataille avec l'Italien quand même, mais qui était un petit peu en retrait. Donc il aurait vraiment fallu que je fasse une très grosse contre-performance et que l'Italien gagne l'événement. Je suis en tête et l'Italien est derrière moi. Le titre est acquis et pour ça je suis vraiment super content. Le vent instable en force comme en direction permet de boucler 3 manches de windfoil. Sans surprise, ceux qui jouent le podium mondial restent aux avant-postes. Ainsi, l'Argentin Gonzalo Costa-Wevel s'impose devant Maciej Rutowski et le Calédonien Thomas Goyard au classement général. Pas idéal, le foil était en exhibition ici, donc c'était un bon test et grandeur nature avec notamment un tour de l'île au Canard pour finir. Ouais, c'était bien et c'était long comme course toute la semaine un peu sous tension, donc là je suis content, c'est enfin fini. Ainsi se conclut la saison 2017 de windsurf. La reprise des épreuves se déroulera en Asie en mars 2018, année qui verra entrer le foil pour la toute première fois dans les disciplines officielles en Coupe du Monde. On reste dans le sport avec du football et le match Nouvelle-Calédonie contre l'Estonie qui s'est déroulé au stade Noumadélé de Nouméa, une rencontre internationale amicale. Rappelons que l'Estonie est 80e, nation mondiale. La Nouvelle-Calédonie se classe à la 150e place au dernier classement. Un match attrayant et équilibré et la rencontre a basculé à la 54e minute avec un but d'Henri Agnéré pour l'Estonie. 10 minutes plus tard, c'est Émile Ounei qui réduit le score et qui enflamme le stade. Le premier but encaissé par l'Estonie depuis le début de leur tournée dans le Pacifique. Score final, un but partout. En bref, 2 écoles vandalisées ce week-end. Les faits se sont produits ce dimanche matin. La première est l'école Tessandier Lobared située à la vallée du Tir, où les auteurs se sont amusés à jeter des mangues mûres et ont brisé la vitre d'une classe, déclenchant ainsi l'alarme. Plus tard, vers 16 heures, 2 jeunes sont revenus sur les lieux. Ils ont rapidement été interpellés par la police municipale. Il s'agit de 2 mineurs. L'un est âgé de 10 ans et l'autre de 14 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue. L'autre établissement dégradé, c'est la petite école Adrienne Lomont à Saint-Quentin. Cette école a été taguée à 50% avec des bombes de peinture, des motifs sur la façade, les murs et même les plantes. Voilà donc ces 2 informations de la journée. La question des semences et des plants en agroécologie, la maîtrise de leur reproduction permet
l'autonomie alimentaire. Et à cet effet, l'association Maleva a fait venir un spécialiste, Didier Meunier. Il explique à travers des formations comment produire et conserver des semences. Brigitte Wapp et Claude Lindor. Bon, ça c'est non hybride. Il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune semence hybride d'utiliser ici. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais toujours est-il que c'est bien. Sans le savoir, Yvonne Grochin a planté dans sa parcelle des légumes qu'elle va pouvoir reproduire. Dans ses jardins familiaux, plusieurs personnes cultivent et partagent des graines et des boutures. Ça, je viens de découvrir ça. Apparemment, ça pousse surtout aux îles. Et je viens d'en planter, on a dû goûter hier et c'était bon, parce que ça, je ne connaissais pas. Donc j'ai échangé avec les jardinières de l'autre parcelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a beaucoup d'échanges, de partage, de connaissances et tout ça. Alors on en apprend beaucoup, quoi. Le partage des connaissances et des semences sont la base de l'enseignement de Didier Meunier. Cet agroécologiste visite avec son groupe de stagiaires ces jardins et en profite pour distiller quelques conseils. Là, vous voyez que la plante elle n'est pas complètement desséchée, loin de là. Et pourtant, quand on regarde de près, les premières graines sont déjà à maturité. Récolter ses propres graines permet de sélectionner les plus belles plantes. En produisant ces semences, on peut adapter et acclimater les plantes en fonction de la zone, de la région dans laquelle on vit. Et ça, c'est vraiment un élément très très important quand on parle de changement climatique, d'évolution climatique. Ça, c'est un des points fondamentaux pour produire ces semences. Parmi les stagiaires de cette formation, des personnes qui cultivent leur petit potager et d'autres qui voudraient en faire leur métier. Je prépare ma retraite et pour faire encore plus d'agriculture. On est obligé d'acheter des semences qui deviennent vraiment très chères. Ça peut être des OGM, ça peut être des hybrides et qu'on ne peut pas utiliser l'année d'après. Et mon idée, c'est de d'avoir mon propre semence. L'association Maleva a mis en place cette formation avec un objectif bien précis. La création d'un réseau de gardiens de semences paysannes et patrimoniales de la Nouvelle-Calédonie. Direction à présent le marché de Nouméa pour parler de la semaine européenne de réduction des déchets. Ce matin, devant le marché, des animations se déroulaient concernant le gaspillage alimentaire. Le grand public était invité à participer à un petit questionnaire sur le gaspillage. Jus offert, confectionné avec des fruits et légumes issus du gaspillage alimentaire, comme les carottes, les ananas ou les pastèques. Un public de plus en plus sensibilisé. Depuis 5 ans, la quantité de déchets jetés par habitant a été réduite de 10%, des images de Nicolas Fasquelle. Et voilà qui nous conduit directement à notre débat du dimanche avec nos deux invités. Caroline Rancien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante de l'ADEME, établissement public. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et avec nous aussi, Vanessa Pasqualini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'Éco-Recycle, spécialisé dans l'électroménager et labellisé économie circulaire en 2016 et agréé par la province Sud. Alors Caroline Rancien, cette semaine, quel est le bilan de cette semaine finalement ? Eh bien, écoutez, le bilan est très positif puisque donc du 18 au 26 novembre, on a mobilisé 33 porteurs de projets et plus de 120 actions ont été organisées sur tout le territoire, dans le sud, dans le nord, pour sensibiliser à la fois le grand public, les entreprises, les collectivités sur la réduction des déchets. Suffisant ou pas suffisant ? Je trouve qu'il y a une vraie mobilisation sur le territoire. Donc la CERD, vous le disiez, existe depuis 2010. C'est la 5e édition en Nouvelle-Calédonie. Donc on a un nombre d'actions, on va dire, constant depuis l'an dernier. Mais on a aussi des nouveaux acteurs qui entrent dans la cour et c'est très intéressant. Alors Madame Pasqualini, vous êtes dans une filière, on va dire, qui épouse totalement cette notion, hein, puisque votre activité, c'est de prolonger la durée de vie des objets, hein, puisque vous recyclez, en fait, c'est ça, et c'est l'électroménager. Oui, nous, on est dans le recyclage d'électroménager, donc notre but, c'est d'essayer de réduire ces déchets-là sur le territoire en prolongeant leur durée d'usage, soit en reconditionnant, soit en faisant de la réparation, avec des pièces détachées qui vont être démantelées des anciens appareils. Il y a un vrai engouement pour les gens de faire réparer leur électroménager, leur frigidaire, leur machine à laver la vaisselle ou le linge.
Alors un engouement, il y a certains qui commencent à avoir la démarche de le faire. Après, il y a pas mal de personnes qui ont un peu peur du coup que ça va leur faire de réparer leur machine. Mais nous, on motive les gens à proposer des devis de réparation. On fait les devis gratuits pour que les gens essayent de réparer. Et donc, quand vous démontez, vous recyclez si possible. En 2016, vous avez effectué en volume combien, par exemple, de kilos ou de tonnes ? Alors, l'année dernière, on a traité 120 tonnes de déchets électroménagers. 120 tonnes de déchets 120 tonnes. Et si on fait un comparatif avec la CSP, par exemple, qui est aussi dans cette filière-là, la Calédonienne. Dans cette filière, je crois qu'ils sont à 1000 tonnes par an. Donc vous vous inscrivez quand même aussi dans une vraie démarche. Oui. Est-ce que vous avez, avec votre activité, créé des emplois ? Actuellement, on a un contrat jeune avec la MIGE. Et pour le moment, c'est le seul qu'il y a, mais on est en prévision d'en créer d'autres. On a de l'insertion peut-être qui va être mise en place avec la DEF. Alors, Madame Rancien, justement, là on le voit, c'est vraiment, on s'inscrit totalement dans cette démarche de valoriser les déchets, de réduire les déchets. Complètement. Et je dirais en Nouvelle-Calédonie, on est un territoire insulaire, donc on apporte beaucoup de matière. On exporte aussi parfois des déchets qu'on ne peut pas valoriser localement, mais on a tout intérêt à réduire la production de déchets, à prolonger la durée de vie des objets pour avoir le moins de déchets possible, qui perturbent et qui ont des impacts sur l'environnement. Les objectifs, on les rappelle rapidement, c'est mieux consommer. Ça veut dire quoi, mieux consommer ? Eh bien, en effet, on est consommateur et consomme-acteur puisqu'on décide et on peut avoir des influences sur les modes de production derrière. Quand on achète, par exemple, quand on fait ses courses, eh bien, pour éviter le gaspillage alimentaire, il faut essayer un petit peu de doser les produits qu'on va acheter. Ensuite, dans son frigo, il faut essayer de faire attention à consommer ce qu'on a acheté et pour pas le jeter puisque les déchets alimentaires, eh bien, avant d'être des déchets, ils ont été produits, donc ça a nécessité de l'énergie, de la consommation. Vous dites produit, est-ce qu'il ne faut pas mieux produire aussi ? Ah oui, bien sûr, c'est toute une chaîne. En réalité, on est tous concernés, depuis les consommateurs et puis aussi en amont, depuis les productions et en aval sur les distributions. Madame Pascolini, il faut mieux produire ? Oui, parce que l'obsolescence programmée, nous, on le voit tous les jours et c'est de plus en plus poussé, on va dire, pour que ça tombe. Quand vous dites obsolescence programmée, ça veut dire qu'on met des composants dont on sait qu'ils vont vite se casser. C'est ça. On le met inférieur à la puissance qu'il faudrait, comme ça on est sûr que ça tiendra moins longtemps. Donc finalement, on incite la consommation. Bien sûr. Alors justement, parmi les actions, on va aller du côté de Tahiti, puisque en pleine semaine des européennes des réductions des déchets, eh bien là-bas, on a créé des paniers en fibres bio, et notamment une nouvelle tendance qui se passe au marché de Papeete, où on incite finalement à ne pas utiliser des sacs plastiques, et le pandanus a désormais la cote. Regardons ce reportage de Caroline Fari, Vito Tapao et Patrick Tsinsing, et ensuite on continue le débat. Regardons. La vie sans sac plastique, un rêve somme toute accessible. Au marché de Papeete, on joue le jeu et le panier en pandanus reprend toutes ses lettres de noblesse. C'est pour protéger en fait notre environnement. Voilà, on se bat contre le plastique. Pour l'instant, on va aller tout doucement, mais après, petit à petit, on va essayer d'apprendre déjà à nos jeunes que le plastique, il est pas bon. Mais par contre, nos paniers Paoré, c'est le meilleur, c'est bio. Du bio et du beau, car le panier Paoré revient en force, un changement de comportement recherché chez les commerçants comme chez les clients. En incitant les clients à venir avec leur panier Paoré ou avec leur sac réutilisable en tissu ou en jute, peu importe, tant qu'il est réutilisable, c'est bien. Et aussi de sensibiliser le commerçant à ce qui modifie le geste trop habituel de donner le sac plastique à chaque fois que quelqu'un vient acheter. C'est un bon concept, ça va nous aider à pouvoir moins utiliser le plastique. J'utilise aussi pour l'école, pour la vie quotidienne. Le prix du panier aux environs de 2000 francs peut sembler dissuasif, mais le geste en vaut l'enjeu. C'est jamais tard pour bien faire. On n'a pas encore complètement le réchauffement climatique, on n'a pas encore la montée des eaux, mais il ne faut pas attendre. Mais on a des exemples dans les grands pays, on a encore cette chance ici en Polynésie. Donc, donnons-nous la main ensemble pour combattre les sacs plastiques. Message reçu, même si certains paniers se partent encore aujourd'hui de plastique. Caroline Rancien, ça c'est un exemple vraiment du mieux produire.
Complètement, et je dirais la Nouvelle-Calédonie n'est pas en reste, puisque pendant la Semaine européenne de réduction des déchets, on a assisté à des ateliers dans les maisons de quartier, par exemple dans le sud, sur Nouméa, avec des mamans, des mamies qui ont cousu des sacs à partir de tissus en fin de vie, récupérés par des associations, la Croix-Rouge au Saint-Vincent. Madame Pascolini, vous diriez que c'est un marché économique important, le recyclage de déchets ? Oui, c'est sûr que c'est un marché qui est important et qui est de plus en plus important d'ailleurs. Vous le ressentez, il y a vraiment une demande dans les entreprises par exemple ? Oui, on voit de plus en plus même des commerçants qu'on croise qui sont de plus en plus éco-responsables. On va dire qu'ils ont le souci de faire bien et mieux au niveau environnement. Madame Rancien, est-ce qu'il y a beaucoup de filières de recyclage en Calédonie, dans le nord-sud-île par exemple, si on essaie d'avoir une globalité ? Alors ça se développe, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ça se développe en effet. On peut citer par exemple l'exemple du verre sur le Grand Nouméa. On a des entreprises, je crois qu'il y a eu des reportages d'ailleurs sur ce sujet, qui utilisent le verre qui est collecté dans les points d'apport volontaire du Grand Nouméa. Et ensuite ce verre est broyé. Et avec ce verre broyé, on en fait du sable de verre qui peut trouver une valorisation dans les matériaux de construction, dans les filtres de piscine. Le Nord et les îles aussi ? Alors le Nord, justement, ça va se développer en effet. Échanger avec un syndicat qui va investir dans un broyeur. Et les îles, ça émerge, c'est pas encore complètement passé à l'action sur ce point précis, mais ça va aussi se développer. Vous envisagez de vous installer dans le Nord, par exemple, Madame Pascolini ? Pour l'instant, on ne peut pas prévoir de s'installer dans le Nord. Par contre, on a des demandes sur la province Nord, la province des îles. On a été sollicité pour monter une structure dans leur province. Alors, qu'est-ce qui est le plus rentable pour les Calédoniens, pour nous en Calédonie ? Est-ce qu'il faut recycler localement ou exporter ? Parce qu'on sait qu'on exporte aussi des déchets. Alors c'est une vraie question, c'est compliqué de répondre très rapidement à la question puisque ça dépend en fait des types de déchets, des marchés, souvent sur des marchés internationaux, donc ça s'étudie au cas par cas, ça bouge dans le temps. Mais je dirais pour un territoire insulaire, on a tout intérêt de développer l'emploi local et de trouver des filières de valorisation des déchets comme avec l'entreprise Éco-Recycle et d'autres qui se développent, c'est très bien. Votre point de vue, Madame Pascolini, exporter du déchet ou valoriser des filières pour créer des filières de valorisation, créer des emplois, de l'économie, de la richesse, qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Nous, on est un petit peu la preuve que ça peut se faire localement et qu'il y a d'autres solutions que l'export. Après, c'est à développer et il faut travailler ensemble là-dessus et nous soutenir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éco-organismes en Calédonie, Madame Rancien ? Il y en a un, il s'appelle c'est Trécodec, qui est chargé des filières. C'est suffisant ? À l'échelle du territoire, oui, me semble-t-il. Après, donc c'est pour les filières réglementées, dites réglementées. Donc il y en a 6 en province sud et 5 en province nord. Vos projets, Madame Pascolini, parce qu'on sait que vous avez été vandalisée et que finalement votre activité a été altérée. Vos projets, rapidement, pour terminer, on arrive à la fin de l'émission. Nos projets, c'est déjà de se relancer, de pouvoir se recréer un stock de pièces pour pouvoir réparer mieux et plus, parce que là, on a tout perdu. Mais essayer de continuer à se développer et traiter encore plus de D3E. Donc, Madame Rancien, cette semaine a obtenu un succès. Bis repetita l'an prochain ? Oui, bien sûr, et j'en profite d'être sur votre antenne pour remercier tous les partenaires qui se sont impliqués dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Rendez-vous l'année prochaine. Merci, Madame Rancien. Merci, Madame Pascolini, pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. La rubrique Nos patrimoines, et pour finir après les images de la fin des années 50 des films 8 mm de Georges Nagle, le prévisionniste de la météo à Lifou, regardons cette semaine avec un de ses fils l'histoire du mariage du grand chef Henri Boula de Lifou avec Laura Nesline de Marais. Antoine Le Teneur et Gaël Etcheverry. Wanaham, à la fin des années 50, le champ d'aviation pour les appareils de la Transpacifique. Ce jour-là, dans l'objectif de la caméra 8 mm de Georges Nagle, l'arrivée de personnages importants de Nouméa. Dans quelques jours, ce sera le mariage du grand chef Boula. Et on peut apercevoir le ministre des TP de l'époque, Michel Lambert. Georges Nagle, le météo de Lifou, est aussi le chef radio chargé des communications à l'époque. Il guidait les avions. À l'approche de Lifou, il guidait les avions. Et j'ai une anecdote. Un jour, il y avait du mauvais temps qui s'est levé après que l'avion soit posé à Wanaham. Et quand l'avion a décollé,
Le pilote a voulu décoller, c'était le pilote Lafargue à l'époque. Il est parti et arrivé entre la Grande Terre et Lifou, il a rencontré un orage, mais violent. Il ne savait plus où il était. Et papa, il l'a ramené à Lifou avec la puissance de réception de l'émission. Donc il lui a dit, tu fais demi-tour et tu reviens. Et il l'a ramené à Lifou, il lui restait que quelques minutes de kérosène. Le kérosène, justement, le ravitaillement, à l'époque, avec une main-d'œuvre toujours volontaire, du grand folklore. Et toujours dans le viseur de notre caméraman amateur, ces matchs de football dominicaux. Dommage qu'il n'y ait pas de son. En 1957, Georges Nagle et sa famille habitent à Répénéé. C'est là, à la tribu, que ses fils, Alain et Jean-Michel, vont naturellement parler le djéou et s'adonner à toutes les facéties de leur âge. Et bien papa allait plonger là, sur la bande de fond blanc, là, à 50-60 mètres là, de distance de la plage, et il revenait avec du poisson. Des pêches vivrières et miraculeuses pour ces broussards immergés à Lifou. Et puis, il y a toutes ces images marquantes, comme ce bain en compagnie d'un cheval. Il faut bien de temps en temps laver son moyen de transport. Autre découverte, ces viviers à tortues. Celles-ci seront bientôt servies au mariage du grand chef Henri Boula. Il y a la barrière, ils attrapent les tortues, ils les mettent là, ils les gardent là. 14 septembre 1958. La mariée, Laura Nesline, est au bras de son père Henri, le puissant chef du Guama. Le Si et Guama, Lifou et Maré vont ainsi nouer une nouvelle alliance avec Henri Boula et Laura Nesline. Un mariage de prestige qui va durer plusieurs jours, plusieurs nuits aussi, et rassembler des milliers de convives. L'occasion d'observer des pilous et des danses d'exception. Le gamin de 5-6 ans que j'étais, j'ai toujours gardé en mémoire ce faste de ce mariage, mais aussi ces danses qui arrivaient à la tombée de la nuit, qui étaient impressionnantes pour ce petit gamin qui était là, toute grands yeux ouverts. Tu vois ça là, tu peux pas savoir le fait, comment je vais dire ça, pas l'émotion, parce que c'est pas de l'émotion. Moi, le gamin de 5 ans, 6 ans, là, ça te revenait impressionné, quoi. Grandiose. Et c'était vraiment dans l'esprit de la coutume. Il n'y avait pas de fioriture, c'était du naturel. Jamais les Nagles n'ont assisté depuis à des événements coutumiers aussi grandioses. On dit même qu'à cette occasion, le grand chef maréen a offert Tiga aux gens de Lifou. Les archives Nagles de ce mariage entre grandes chefferies sont donc des documents exceptionnels, désormais sauvés de l'oubli. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Dans quelques secondes, la météo à suivre à 20h. Votre film Heaven sur NC Première. Prochain rendez-vous avec l'info demain matin à la radio dès 5h avec Charlotte Mestre. L'invité de la matinale radio de Thierry Belmont à 6h50 sera Philippe Dunoyer, le député de la Nouvelle-Calédonie. Vos questions en direct à partir de 7h10 au 256 256. Et puis en télé, demain, dès 19h à cette même place, vous retrouverez avec plaisir Thérèse Waya. Excellente soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.